C'est en prêtant son corps au monde que le peintre change le monde en peinture. On n'en veut pas à Cézanne d'avoir vécu caché à l'Estaque pendant la guerre de 1870, comme s'il y avait dans l'occupation du peintre une urgence qui passe toute autre urgence. Il est là, acharné à tirer de ce monde où sonnent les scandales et les gloires de l'histoire, des toiles qui n'ajouteront guère aux colères ni aux espoirs des hommes, et personne ne murmure. On ne voit que ce qu'on regarde. Qualité, lumière, couleur, profondeur éveillent un écho dans notre corps parce qu'il leur fait accueil. La peinture ne célèbre jamais d'autre énigme que celle de la visibilité. Il neige sur l'Estaque cet hiver 70-71 quand Cézanne s'y réfugie. Il a 31 ans. Que font les autres peintres? La guerre vient de tuer Basile, Pissarro et Monet sont à Londres où ils découvrent Turner, Monticelli s'enfuit de Paris assiégé par les Prussiens et rejoint Marseille à pied. Marius Roux écrit à Zola. Janvier 1871. Mon cher Émile, Paul Cézanne est activement recherché. Et j'ai bien peur qu'il n'échappe pas aux recherches si, comme l'a dit sa mère, il est vrai qu'il soit toujours à l'Estaque. Paul s'est beaucoup montré à Aix. On raconte aussi qu'il s'y saoulait proprement en compagnie des gentilshommes de sa connaissance qui se sont empressés de le dénoncer et de donner tous les renseignements nécessaires pour le faire retrouver. Je viens d'entendre Maublot qui s'exprimait ainsi. Nous sommes 4 avec le caporal Untel qui devons aller à Marseille pour ramener des réfractaires. Il citait des noms. J'ai retenu ceux de Paul Cézanne et d'Émile Zola. Bleu de cobalt, bleu d'outre-mer, bleu de Prusse. Face à Marseille, la chaîne calcaire de l'Estaque, exposée sud-est. Le soleil du matin frappe la roche blanche, en démultiplie les facettes. La réverbération s'accentue du miroir bleu de la mer. L'Estaque ne connaît pas les rayons du couchant. Ce soir, le soleil basculera d'un coup derrière la barrière rocheuse. Après avoir gémi, crions vive le soleil, qui nous donne une si belle lumière. L'invention de la photographie révèle une nouvelle conscience de la réalité. Le peintre doit en tirer une nouvelle logique. Je vous dois la vérité en peinture et je vous la dirai. Ce qui préoccupe Cézanne, c'est l'étendue et la profondeur de la nature.
Tout est déjà lointain et pourtant si rapproché. Comment rendre l'espace? Depuis la Renaissance, on représente la perspective en ligne de fuite, d'un point de vue unique. On peint en trompe-l'œil. Cézanne veut lire la nature et peindre la sensation de ce qu'il voit. Il va sur le motif, l'observe sous différents angles, dont il opère ensuite une synthèse. Peindre, c'est rendre réel. L'ombre est une couleur, comme la lumière, mais elle est moins brillante. Lumière et ombre ne sont qu'un rapport de deux tons. Les deux accidents principaux diffèrent non par leur intensité, mais par leur sonorité propre. Pour bien peindre un paysage, je dois en découvrir d'abord les assises géologiques. Songez que l'histoire du monde date du jour où deux atomes se sont rencontrés, où deux tourbillons, deux danses chimiques se sont combinés. Tous, plus ou moins, êtres ou choses, nous ne sommes qu'un peu de chaleur solaire emmagasinée, organisée, un souvenir de soleil, un peu de phosphore qui brûle dans les méninges du monde. Le hasard des rayons, la marche, l'infiltration du soleil à travers le monde. Qui peindra jamais cela? Qui le racontera? À l'Estaque, Cézanne habite d'abord place de l'Église, qu'il ne fréquente guère. Il cache sa liaison avec Hortense Fiquet, dont il a déjà un fils. L'Estaque de juillet 1876. Mon cher Pissarro, je voudrais bien ne pas parler de choses impossibles. Et cependant, je fais toujours les projets les plus improbables à réaliser. J'ai commencé 2 petits motifs où il y a la mer, pour Monsieur Choquet qui m'en avait parlé. C'est comme une carte à jouer. Les toits rouges sur la mer bleue. Si le temps devient propice, peut-être pourrais-je les pousser jusqu'au bout. En l'état, je n'ai encore rien fait, mais il y a des motifs qui demanderaient 3 ou 4 mois de travail, qu'on pourrait trouver, car la végétation n'y change pas. Ce sont des oliviers et des pins qui gardent toujours leurs feuilles. Le soleil y est si effrayant qu'il me semble que les objets s'enlèvent en silhouette, non pas seulement en blanc ou noir, mais en bleu, en rouge, en brun, en violet. Je puis me tromper, mais il me semble que c'est l'antipode du modelé. Le relief des impressionnistes pouvant m'aider, j'exposerai avec eux ce que j'aurai de mieux, puisqu'il se trouve une tendance commune entre quelques-uns de nous. Espérons que la nécessité nous forcera à agir de concert. Cézanne expose encore avec les impressionnistes en 77, mais sans succès. Sa peinture déroute, y compris ses amis. Mon cher Émile, je reçois ta lettre au moment où je confectionne une soupe au vermicelle à l'huile, si chère à l'Antier. Je serai à l'Estaque tout l'hiver. J'y travaille. Dans quelques centaines d'années, il serait parfaitement inutile de vivre ici. Tout sera aplati. Mais le peu qui reste est encore bien cher au cœur et à la vue. Ambivalence de Cézanne devant la modernité. Une cheminée d'usine l'intéresse si elle lui permet d'être un passage qui relie des plans séparés dans l'espace. Il isole chaque élément de son motif, maison ou arbre, le déforme selon sa perception. Vers 1880, il a complètement rompu avec l'héritage de la Renaissance. Peindre, ce n'est pas copier servilement l'objectif. La peinture est l'art de combiner des effets, c'est-à-dire d'établir des rapports entre des couleurs, des contours et des plans.
Lorsqu'il vient visiter Cézanne, Renoir rentre de Bayreuth, où il a fait le portrait de Wagner. « 10 mars 1883. Mon cher Émile, je suis assez en retard pour te remercier de l'envoi de ton dernier roman. Renoir devant faire une exposition de peinture, à la suite de celle de Monet qui a lieu actuellement, m'avait demandé de lui envoyer 2 paysages qu'il avait laissés l'an dernier chez moi. Je les lui ai expédiés mercredi. Renoir n'a pas une esthétique constante. Son génie le rend difficile sur ses moyens. Il a été peintre sur porcelaine. Il lui en est resté quelque chose de nacré. Je n'aime pas ces paysages. Ils voient cotonneux. Je voudrais peindre l'espace et le temps pour qu'ils deviennent les formes de la sensibilité des couleurs. Car j'imagine parfois les couleurs comme des idées vivantes, des êtres de raison pure. Tout s'organise. Les arbres, les champs, les maisons. Je vois, par tâches, l'assise géologique, le travail préparatoire, le monde du dessus s'enfonce, s'est écroulé comme dans une catastrophe. Le génie serait de dégager l'amitié de toutes ces choses en plein air, dans la même montée, dans le même désir. Il y a une minute au monde qui passe, la peindre dans sa réalité. Mon cher monsieur Choquet, j'ai recours à votre obligeance pour me procurer quelques renseignements. Je désirerais savoir comment il faut s'y prendre pour faire parvenir un tableau à l'administration des Beaux-Arts dans le but de le soumettre aux appréciations du jury. Et puis si, comme je le crains, le tableau est refusé, si la douce administration se charge de réexpédier la sudite œuvre d'art à l'auteur. C'est pour rendre service à un de mes compatriotes. Monticelli, en faveur de qui intervient Cézanne, ouvre la voie de l'expressionnisme. Voilà un peintre que je voudrais connaître pour lui demander de me prêter ses yeux et de me raconter ses rêves, dit Verlaine, qui place le Marseillais au-dessus de Turner. L'œuvre de Monticelli motive Van Gogh à venir voir ce midi que le Provençal a peint en plein jaune, en plein orangé, en plein soufre. Van Gogh lui empruntera le secret de ses empattements au blanc de céruse, faisant venir la lumière du fond du tableau. Gauguin raconte que Vincent, songeant à Monticelli, pleurait. Monticelli partage avec Cézanne une sensibilité si fortement enracinée qu'elle touche à l'universel. La Provence, souvent, est grise. Jamais. Argentée, peut-être, bleue, bleutée, jamais grise. Pas plus grise que crue, jaune. Oui, le sol ici est toujours vibrant. Il a une âpreté qui réverbère la lumière et qui fait clignoter les paupières. Mais sentez comme il est toujours nuancé, moelleux. Une cadence le prolonge. Jaune brillant, jaune de Naples, jaune de Chrome, ocre jaune, terre de sienne naturelle. Rouge vermillon, ocre rouge, terre de sienne brûlée, lac de Garance, lac carminé fine,
lac brûlé, vert véronèse, vert émeraude, terre verte. Il y a l'objet tel qu'il nous apparaît et l'objet tel qu'il est en réalité. Entre la chose et nous, il y a l'intelligence? Vous me parlez de Kant. Je vais bafouiller peut-être. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre un arbre et nous? Entre un pain tel qu'il m'apparaît et un pain tel qu'il est en réalité? Hein? Si je peignais ça. Ne serait-ce pas la réalisation de cette partie de la nature qui, tombant sous nos yeux, nous donne le tableau? Terre de Sienne brûlée, lac de Garance, lac Carminet fine, lac brûlé, vert véronèse, vert émeraude, terre verte, bleu de cobalt, bleu de couvert. Pour bien peindre un paysage, je dois en découvrir d'abord les assises géologiques. La morale éparse du monde, c'est l'effort qu'il fait peut-être pour redevenir soleil. Comprenez-moi bien, si ma toile est saturée de cette vague religiosité cosmique qui m'émeut, moi, qui me rend meilleur, elle ira toucher les autres en un point peut-être qu'ils ignorent de leur sensibilité. Je suis le primitif de ma propre voix. La nature, pour nous, hommes, est plus en profondeur qu'en surface, d'où la nécessité d'introduire dans nos vibrations de lumière, représentées par les rouges et les jaunes, une somme suffisante de bleuté pour faire sentir l'air. Vous m'excuserez de revenir sans cesse au même point, mais je crois au développement logique de ce que nous voyons et ressentons par l'étude sur nature, quitte à me préoccuper de procéder ensuite. Que bien peindre est difficile. Comment aller sans embâche vers la nature? Voyez,
De cet arbre à nous, il y a un espace, une atmosphère, je vous l'accorde. Bon. Mais c'est ensuite ce tronc palpable, résistant, ce corps, voir comme celui qui vient de naître. Eh oui, eh oui. La peinture est une optique, d'abord. La matière de notre art est là, dans ce que pensent nos yeux. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre un arbre et nous? Entre un pin tel qu'il m'apparaît et un pin tel qu'il est en réalité? La nature se débrouille toujours, quand on la respecte, pour dire ce qu'elle signifie. Aix, le 9 janvier 1903. Cher Monsieur Vollard, j'ai réalisé quelques progrès. Pourquoi si tard et si péniblement? L'art serait-il en effet un sacerdoce qui demande des purs qui lui appartiennent tout entier? Un autre fera ce que je n'ai pu faire. Je ne suis peut-être que le primitif d'un art nouveau. Je crois les jeunes peintres beaucoup plus intelligents que les autres. Les vieux ne peuvent voir en moi qu'un rival désastreux. Bien à toi, ton père. C'est effrayant la vie. Je veux mourir en peignant. Mourir en peignant. Monsieur Vollard, j'ai une bonne nouvelle à vous apprendre. Je suis assez satisfait de mon étude de ce tantôt. Si le temps demain est gris clair, je crois que la séance sera bonne. Cézanne meurt le 22 octobre 1906. Derain et Braque sont déjà à l'Estac. On dit qu'ils peignent comme des fauves. Derain écrit à Vlaminck. Surtout, c'est la lumière. Une lumière qui supprime les ombres. C'est d'un travail affolant. Vraiment, nous sommes à un degré du problème qui est bien ardu. Je suis tellement perdu que je me demande par quel mot je vais te l'expliquer. Si on fait des applications décoratives, la tendance que l'on peut avoir est de purifier de plus en plus cette transposition de la nature. Or, nous l'avons fait intentionnellement jusqu'ici que pour la couleur. Il y a bien des choses qui nous manquent dans la conception générale de notre art. D'une part, nous cherchons à nous dégager des choses objectives, et d'autre part, nous les gardons comme cause et comme fin. Je crois que le problème est plutôt de grouper les formes dans la lumière et de les harmoniser concurremment à la matière dont on dispose.
La peinture fauve invente une image qui contient à la fois son positif et son négatif. Depuis 10 ans, le cinématographe s'annonce comme un art du mouvement, qui impressionne ombre et lumière sur la pellicule. Mais la couleur n'est-elle pas dynamique ? Que fait Braque ? Il retrouve les paysages de Cézanne et en peint le contre-champ. Quand vous êtes parti à l'Estaque, c'est à cause de Cézanne ? Oui, et avec une idée déjà faite. Je peux dire que mes premiers tableaux de l'Estaque étaient déjà conçus avant mon départ. Néanmoins, je me suis appliqué encore à les soumettre aux influences de la lumière, de l'atmosphère, à l'effet de pluie qui ravivait les couleurs. C'était une peinture très enthousiaste. Elle convenait à mon âge, j'avais 23 ans. Je n'aimais pas le romantisme. Cette peinture physique me plaisait. Au début, je fus aveuglé par la lumière. C'est dans le midi que j'ai senti monter en moi mon exaltation. Les impressionnistes avaient fragmenté la lumière en atomes, le pointillisme exprimait la nature en points de couleur, les fauves veulent que la couleur soit à la fois lumière, ombre et dessin de la forme. « 1905-1906, Planck et Einstein élaborent la théorie de la discontinuité de la lumière et la structure de la matière, puis que tout est relatif à notre point de vue, comme Cézanne l'a peint. Septembre 1907. Braque revient avec Othon de Friez, son camarade des Beaux-Arts du Havre. L'embarcadère l'Estaque, le port de l'Estaque, l'embarcadère. Le nom de l'Estaque vient de l'Estaco, le poteau d'amarrage, l'attache. On appelle macula fauve, la tache fauve, la partie la plus sensible de l'œil.
ne saurait rester toujours dans le paroxysme. Après Marseille, il faudrait le Congo. Mais le fauvisme ne représente aucune conception nouvelle de l'espace et ne marque donc pas une avance décisive sur Cézanne. Quand je suis retourné pour la 3e fois dans le Midi, je me suis aperçu que l'exaltation qui m'avait rempli lors de mon dernier séjour et que j'avais transmise à mes tableaux n'était pas la même. Il fallait trouver d'autres moyens à ma nature. Si l'expression picturale a changé, c'est que la vie l'a rendue nécessaire. Avant, un paysage était une valeur en soi. Maintenant, les chemins de fer et les autos prennent toute la dynamique pour eux, et le paysage devient second et décoratif. Quand on réfléchit, cela change la couleur d'une chose. J'avais été impressionné par Cézanne. Je sentais qu'il y avait quelque chose de plus secret dans cette peinture. Été 1907, Braque recherche dans le vallon du Rio les maisons peintes par Cézanne et s'intéresse au viaduc en contre-champ. À Paris, il voit les Cézannes de la rétrospective d'automne et Apollinaire lui présente un jeune peintre espagnol. Quand il revient au printemps 1908, il entend la leçon de Cézanne. Permettez-moi de vous répéter. Traiter la nature par le cylindre, la sphère, le cône, le tout mis en perspective, soit que chaque côté d'un objet se dirige vers un point central, les lignes parallèles à cet horizon donnent l'étendue, soit une section de la nature. Les lignes perpendiculaires à cet horizon donnent la profondeur. Ce fut plus qu'une influence, une initiation, Cézanne. Cézanne le premier avait rompu avec la perspective savante, mécanisée. Refusé par le jury du Salon d'automne, le viaduc à l'Estaque est exposé en novembre 1908 par Canneveller. Apollinaire écrit la préface du catalogue. Voici Georges Braque. Il mène une vie admirable. Il s'efforce avec passion vers la beauté et il l'atteint, on dirait sans effort. Il ne doit plus rien à ce qui l'entoure. Son esprit a provoqué volontairement le crépuscule de la réalité et voici que s'élabore plastiquement en lui-même et hors de lui-même une renaissance universelle. Monsieur Braque est un jeune homme fort audacieux. Il méprise la forme, réduit tout, sites, figures et maisons, à des schémas géométriques, à des cubes. Ne le raillons point puisqu'il est de bonne foi. Et se débarrasser de la perspective, du truc misérable de la perspective, de cette 4e dimension à rebours, la perspective, de ce moyen de tout rapetisser, inévitablement. Dufy rejoint Braque à l'Estaque et s'engage avec lui dans le début du cubisme.
Comment, avec cela, parvenir à rendre non pas ce que je vois, mais ce qui existe pour moi, ma réalité? Voilà tout le problème. Mais cette peinture est liquide. La mer, le sang, les fleuves, la pluie, un verre d'eau, et aussi nos larmes, avec la sueur des grands efforts et des longues fatigues, l'humidité des baisers. La mer se prête mal à la recherche cubiste, qu'il abandonne au profit des usines, des constructions aux formes géométrisées. Est-ce la fin de la peinture du paysage? Je me mis alors à dessiner, à choisir dans la nature ce qui me convenait. À partir de ce jour-là, il me fut impossible de revenir à mes luttes stériles avec les éléments qui s'offraient à ma vue. Ces éléments, il n'était plus question de les représenter sous leur forme extérieure. Durant cet été 1908, Braque et Dufy travaillent ensemble. De la couleur, il n'y avait que le côté lumière qui nous préoccupait. La lumière et l'espace sont deux choses qui se touchent. Les fauves, c'était la lumière, le cubisme, l'espace. De retour à Paris, Dufy abandonnera le cubisme, sous pression de son entourage et de son marchand. Braque continue sa recherche. Un jour, je m'aperçois que je puis revenir sur le motif par n'importe quel temps. Je n'ai plus besoin de soleil. Je porte ma lumière avec moi. Ce qui m'a beaucoup attiré, et qui fut la direction maîtresse du cubisme, c'était la matérialisation de cet espace nouveau que je sentais. C'était cela, la première peinture cubiste, la recherche de l'espace. La Renaissance, en peinture, confond la mise en scène et la composition. L'espace visuel sépare les objets les uns des autres. L'espace tactile nous sépare des objets. Depuis Cézanne, le toucher prend le pas sur la vue, l'espace tactile sur l'espace visuel. Pas question de partir de l'objet, on va vers l'objet. Comme toute révolution, le cubisme forge sa propre théorie. Aucun corps n'est visible sans lumière. Si cela contribue à le rendre plus expressif, le peintre le représentera de plusieurs côtés, d'en haut, d'en bas. C'est-à-dire, selon Kant, ajouter les unes aux autres les différentes représentations de l'objet et saisir leur multiplicité en une connaissance. Fin de la peinture sur le motif, abandon du paysage au profit de l'objet. Lingots de plomb, tuyaux, plomb de chasse, explosifs,
Pourquoi les peintres cubistes se préoccupent-ils de représenter l'objet sous des formes multiples, au moment où l'industrie exige de le reproduire en masse? Ici, les usines du Rio Tinto, 80 ans après que Braque les ait peintes, en 1910. Quand les objets fragmentés sont apparus dans ma peinture vers 1909, c'était une manière de m'approcher le plus de l'objet. La fragmentation me servait à établir l'espace et le mouvement dans l'espace, et je n'ai pu introduire l'objet qu'après avoir créé l'espace. Les choses que vous acclimatez conservent l'attitude de la vérité. Comment faites-vous? Avec le toucher. Le pinceau n'intervient qu'après. Le monde est tellement ceinturé d'impossibles. Il faut de la patience et du taillon. Il se fait dans l'espace le grand tumulte des décors qui s'effondrent. Si j'interviens parmi les choses, ce n'est pas certes pour les appauvrir ou exagérer leur part de singularité. Je remonte simplement à leur nuit, à leur nudité première. Je leur donne désir de lumière, curiosité d'ombre, avidité de construction. Ce qui importe, c'est de fonder un amour nouveau à partir d'êtres et d'objets jusqu'alors indifférents. J'ai voulu faire de la touche une forme de matière. Il est des moments de misère intérieure où le soleil et les forêts, les maisons et les rues, brusquement perdent leur raison et leur éclat. C'est alors aux choses absurdes et muettes, aux débris et aux restes de poubelles qu'appartient le sens. Solitude de l'objet accumulé. Dans quelques décennies, les artistes conceptuels se saisiront de ces dépotoirs pour les installer en musée. Avril 1914, l'expressionniste allemand Mack doit embarquer de Marseille pour la Tunisie avec Klee. Il a vu les tableaux de Braque vendus par Kahnweiler en Allemagne. Il retrouve le vallon de Rio dont il fait des croquis et des photos. Août 14. L'histoire et le mauvais rêve de l'art. Il arriva à M. Camille Mauclerc de se réjouir d'une guerre qui allait nous débarrasser de tant de peintres étrangers venus corrompre notre goût français. Braque, laissé pour mort sur le champ de bataille, sera trépané. Mack trouve la mort dès septembre sur le front de Champagne. En Italie, le futuriste Marinetti déclare la guerre, seule hygiène du monde. La guerre
est-elle l'échec des artistes? L'histoire est le mauvais rêve de l'art. Spiaccicati a pienza 50 km quadrati, balzare, scoppi, tagli, pugni, batterie, tiro rapido, violenza, feroce, regolarità, questo basso, grave, scandire, gli strani fogli agitatissimi acuti della battaglia, furia, affanno, occhi, narici, aperte, denti, forza, che gioia vedere, udire, fiutare, tutto, Il y aura du sang, et sur les rouges mares penchés, nous mirerons nos faces calmement. Et nous regarderons au tragique miroir la chute des maisons et la mort des amants. Souvenir de 1914. Joffre n'avait souci que de refaire les tableaux de bataille de Vernet. Ensuite, bleu de ciel, je me confonds avec l'horizon jusqu'à la nuit, et c'est un plaisir très doux. De ne rien dire de plus. Tout ce que je fais, c'est un être invisible qui le fait. Puisqu'une fois boutonné, tout bleu confondu dans le ciel, je deviens invisible. Le touriste regarde le site, l'artilleur touche le but. La trajectoire et le prolongement du bois. Lac Carminé fine. Die Trommel schlug zum Streite, ging an meiner Seite, im gleichen Schritt. Du rouge au vert, tout le jaune se meurt. Quel bonheur que le bleu ne soit pas mort encore, comme une fleur mourant entre les mains d'un pâle soldat blessé. Perduto, niente da fare, inutile. Dans l'horreur infinie de la guerre, l'homme accède en foule au point extrême qui l'effraie. Mais l'homme est loin de vouloir l'horreur et l'extrême. Son sort est pour une part de tenter d'éviter l'inévitable. Ses yeux, bien qu'avides de lumière, évitent obstinément le soleil, et la douceur de son regard, à l'avance, trahit les ténèbres vite venues Cette du nuit est sommeil. si belle où la balle roucoule. Tout un fleuve d'obus sur nos têtes s'écoule. Nous n'aurons Parfois jamais de une repos. fusée illumine Le présent la est nuit. perpétuel. Bleu de cobalt. Bleu d'outre-mer. Bleu de Prusse. Noir de pêche. Durant la Grande Guerre, Marquet peint la terrasse du Château Falais, où en 1837 avait séjourné Paganini. La couleur est biologique, si je puis dire. La couleur est vivante, rend seules les choses vivantes. Avec un petit tempérament, on peut être très peintre. Il suffit d'avoir un sens d'art. Et c'est sans doute l'horreur du bourgeois, ce sens-là. Je vous serre cordialement la main, votre vieux camarade Paul Cézanne. Les causeries sur l'art sont presque inutiles. Peindre, c'est chanter comme cette cigale.
très beau tableau d'Émile Auton-Friez, Les Stacks, peint en 1907. Et nous commencerons les enchères à 1 800 000 il y a première. Alors débutons à 1 800 000 pour ce très beau tableau par Friez. 1 800 000. 1 900 000, 2 millions, 2 millions nous sommes, 2 200 000, 2 500 000, qu'en voulez-vous? 4 millions. Vous voulez 4 millions. 4 millions nous sommes. 4 millions. 4 200 000, 4 600 000, 4 800 000, 4 900 000, 5 millions. 5 millions nous sommes. 5 600 000, 5 600 000 nous sommes. J'ai juge à 5 600 000, pas de regret. J'ai juge, Mila, à 5 600 000. C'est bien vu, j'ai juge. Ici au téléphone, 5 600 000. Numéro acheteur. Thank you.